autant de fois telles que je venais de le dire, via les porte-parole du gouvernement et via d'autres structures, même les médias aussi que vous êtes. Lui-même aussi en tant qu'homme des médias, il l'a dit autant de fois. Ce sont toutes ces voix-là canalisées par le gouvernement ont fait que les Nations Unies aussi y adhèrent. C'est ça justement les résultats de la diplomatie. Et lorsqu'il dit, il a raison peut-être de les décrier, mais il devrait comprendre les contours que nous sommes membres du Conseil des Nations. À Kampala, pourquoi? Les bourreaux, il a dit que nulle part au monde, mais il devrait aussi savoir, nulle part au monde, c'est vrai, son inquiétude est fondée. Mais il fallait savoir qu'il ne devrait pas y avoir la table ronde en République démocratique du Congo pour que cette table ronde accouche de ce qu'il y a eu. C'est en Belgique, chez les bourreaux, que la table ronde devrait avoir lieu pour parler jusqu'à ce que le processus soit en fait mené à bon port. Donc, par rapport à cela, pour parler de Kampala, l'évaluation de l'accord de Kampala, c'est par rapport à une organisation sous-régionale, la CIRGL, qui a institué cela, qui a fait ses recommandations. Museveni, président au destiné de cette organisation sous-régionale en ce moment précis, autant que le président Kabila préside au destiné de la francophonie pendant cette période, c'est pour cette raison-là que les pourparlers se tiennent là-bas. Mais il ne légitime pas l'État congolais et Kabila ne légitime pas pour autant les pourparlers de Kampala ou bien les M23 que lui-même a qualifié de forces négatives. C'est bien dit, honorable. Un autre son de cloche, négocier ou combattre les M23, la société civile serait divisée. Pour certains activistes, les discussions sont la seule façon de s'en sortir sans dommage. Pour d'autres, seule une réponse militaire musclée mettra fin à cette crise. Alors, vous êtes de la société civile, Norbert Yamba, votre lecture. Merci d'abord, merci pour l'opportunité que vous m'offrez, mais j'ai deux petites choses avant de répondre à votre question. Vous avez 4 minutes. La première chose que je voudrais dire ici, c'est que lorsqu'on organise un débat de ce genre, je crois que le Congo est en situation de crise, le Congo a un problème. Il faut que nous puissions sortir naturellement de ce bourbier. Et les différents éléments de réflexion que nous devons mettre sur la table doivent aider, doivent concourir à rationaliser la capacité de ceux qui peuvent prendre des décisions pour que nous puissions nous en sortir. C'est très important. Et donc, il s'agit ici, véritablement, de ne pas voir seulement les côtés positifs, mais c'est aussi de dégager les autres facettes. Et ça, c'est très important. Sinon, alors, il n'y aurait pas récurrence. Sinon, alors, la guerre ne pouvait pas toujours continuer. C'est que quelque part, il y a eu une difficulté au niveau de diagnostic. Je voudrais également dire que la grande difficulté aujourd'hui, c'est que lorsque j'écoute les différents communicateurs de la majorité, la tendance est effectivement de dénicher le vrai agresseur qui est le Rwanda. C'est une bonne chose. Mais on est resté pendant longtemps, qu'on ne puisse pas écouter la voix autorisée qui était celle du président de la République. Et il y a eu des espaces internationaux qui lui ont été offerts et il ne l'a pas dit. Il ne l'a pas dit, même si il a dénoncé le voisin. Dieu merci, le voile est tombé. Lors de sa dernière prestation, il a reconnu que c'était le Rwanda. C'est très important. Alors maintenant, si c'est le Rwanda qui nous agresse, une autre interrogation se pose. Alors maintenant que nous avons identifié notre agresseur, alors maintenant, nous devons faire les discussions. Curieusement, dans le cadre de la conférence internationale de pays de Grand Lac, c'est le Rwanda, c'est l'Ouganda et le Congo qui sont ensemble, pour discuter, de la crise au Congo et qui identifient véritablement la rébellion et qui font des recommandations entre le Congo et la rébellion. Comme qui dirait en fait que ni le Rwanda ni l'Ouganda ne sont pas des agresseurs. Et donc c'est une légitimation naturelle de la rébellion. Et c'est ça justement la difficulté. Donc des négociations sans issue. C'est ça, non, je me suis beaucoup. C'est ça véritablement la difficulté. Parce que le Rwanda, l'Ouganda, ce sont des douaniers. Il faut qu'on comprenne, hein, parce que quelqu'un disait tout à l'heure que il n'y avait pas que le Rwanda, il y avait l'Angola, etc. Mais vous savez, nous sommes dans un processus. C'est un schéma opératoire. Aujourd'hui, le Rwanda est visible, simplement parce qu'effectivement, on a besoin de construire la dynamique de la création de cet État tampon. Mais n'oubliez pas que l'Ouganda est là. Il ne regarde pas les choses comme ça. Vous savez que demain, il y aura aussi... on est dans un processus de la création aussi de l'État d'Ituri.
L'Angola aussi, dont on croit que, bon, il est tout le temps avec nous, qui visiblement aujourd'hui bénéficie 800 000 barils, c'est pas, dans la côte atlantique, par jour, et avec le bloc 31, il aura à bénéficier 1 million de barils. Écoutez, l'Angola ne vous laissera pas tranquille. Donc, il faut qu'à un moment donné que l'on soit correct, à un moment donné que l'on puisse véritablement donner un sens de direction, à un moment donné qu'on puisse avoir véritablement des inspirations, de grandes motivations qui permettent à notre peuple de comprendre le tenant et les aboutissants. La société civile serait-elle divisée? La société négocier civile, ou combattre? La société civile n'est pas divisée. Si la société civile, c'est la population organisée en corps intermédiaire, comme au niveau de la base, l'idée de l'ensemble de notre peuple, c'est véritablement de voir arrêter ce qui se passe à l'est de la République. Personne ne peut accepter naturellement que cela se passe. Alors maintenant, si on doit combiner les différentes stratégies pour y arriver, ben écoute, la société civile est parfaitement d'accord avec ça. Aujourd'hui, ce qui dérange la société civile, c'est cette humiliation, cette indignation, c'est la honte de voir un pays de 26 000 km² avec pas plus de 20 000 militaires, plus je mettre à genoux un pays de plus de 100 000 militaires. C'est cela ce qui inquiète tous les Congolais. Et nous disons que de la même manière qu'on peut aller dans la direction d'une diplomatie agissante, et il faut également que nous puissions montrer de quoi nous sommes capables, parce qu'on investit autant de moyens. Quelqu'un dira... Non, non, si on peut bien se le rappeler, il n'y a pas longtemps, il y a une littérature abondante qui détermine qu'aujourd'hui, les Congo a même acheté de matériel désarmement de plus de 84 millions de dollars. Alors, il est important aujourd'hui que nous puissions montrer de quoi nous sommes capables. Là où je peux peut-être avoir une nuance au niveau de l'approche avec Fidel, lorsqu'il dit la balkanisation ne rend pas lieu. Non, ce n'est pas une thèse radicale. La balkanisation peut avoir lieu si véritablement les Congolais ne sont pas suffisamment organisés, si véritablement on a des relais volontaires à l'intérieur de la République, si véritablement nous n'avons pas un leadership visionnaire qui peut pouvoir mettre en place des mécanismes pour arrêter la balkanisation. Ça, c'est bien dit. Parce que le schéma est là et ce schéma est en cours. Et heureusement que notre peuple ne vous le voudrait pas. Alors maintenant, il faut qu'on pose des actes qui vont dans la direction de mobiliser l'ensemble de notre peuple. Encore pour mobiliser l'ensemble, il faut réduire les fractures, il faut construire des synergies gagnantes. Et là, ça reste un défi par rapport à ce qui... C'est la deuxième partie que nous allons entamer. Est-ce que ce n'est pas le début de la solution? On a vu le président de la République, Joseph Kabila, qui a commencé les consultations avec les députés de la majorité, de l'opposition, les sénateurs, les patrons de presse. Hier, il a été avec les évêques catholiques de la Senco. Une des solutions, ou il y en a d'autres? Chérubin Okende. Il y en aura toujours tant que les problèmes persisteront, mais vous me permettrez un peu de faire un petit recul pour apaiser nos compatriotes co-débatteurs de ce soir. Bien entendu, ça fait débat, mais nous ferons mieux de débattre sans passion. Exact. Ça nous donnera une meilleure lucidité pour affronter les défis qui sont les nôtres, non les défis d'un individu, mais les défis de la nation congolaise. D'abord, première chose, lorsque Fidel évoque l'AFDL avec le Rwandais ougandais qui était venu, je veux rappeler que ce n'est pas une spécialité congolaise ni spécialité de l'AFDL. Lui-même, Museveni, lorsqu'il a pris le pouvoir au Rwanda, en Ouganda, il a été appuyé par des Congolais et des Rwandais. Nous savons que même dans les services de sécurité de l'Ouganda, Paul Kagame y a travaillé. Kagame, lorsqu'il est venu avec son APR pour prendre le pouvoir au Rwanda, à Kigali, il y avait aussi des Congolais. Je peux citer Ngandou Kisase et consorts. Mais même au-delà de l'Afrique, au-delà de la région de Grand Lac, aux États-Unis, lorsque les Américains devraient se battre contre les Britanniques pour leur indépendance, je me rappelle, il y avait des militaires français qui sont allés à la rescousse des Américains avec le général Lafayette. Fouillez l'histoire, on vous le dira. Mais en fait, c'est comme l'a dit l'honorable Makiashi dans le droit international, on peut avoir des appuis. Mais ce que Mzee a refusé, et c'est là que nous devons lui être reconnaissants, que le Rwanda et l'Ouganda viennent coloniser ou diriger le Congo. D'où la guerre de 1998. Et là également, nous devons interpréter notre histoire actuelle avec meilleure lucidité. Pourquoi Mzee n'a pas été entendu? En son temps,
il a crié haut et fort que nous étions agressés. Nous avons vu 2 armées étrangères s'affronter à Kisangani. Mais ma foi, les guerres aujourd'hui, on ne les fait pas à vase clos. Il y a toujours des complicités, des intérêts internationaux. Et c'est pour cela que je vous dis, dans le cas d'espèces, lorsque vous voyez un poussin remplir un panier d'œufs, sachez que la mère poule est à côté. Et ça vient de la sagesse du professeur Kaumba, que je salue en passant. Donc vous voyez, là-dessus, n'eût été la ténacité du Congo, du point de vue diplomatique, aujourd'hui, on n'en serait pas arrivé à ce que l'administration américaine toise le Rwanda. Pour dire, vous cessez de soutenir la rébellion. On vous reproche, vous, la majorité dévoutée, de travailler dans la passivité et d'attendre les Nations Unies. Ce n'est pas du tout la passivité. Bon, au fait, de toutes les façons, quand on est au pouvoir, on va recevoir toutes les diatribes. Ce n'est pas ça qui fait problème du tout. Mais il faut comprendre la justification de telle ou telle autre attitude. Ce n'est pas pour rien que j'ai évoqué la situation de 98. Nous avons beau crier, parce que même Albright disait que le Rwanda ou le Rwandais était la prunelle de son œil, on n'a jamais entendu la cause du Congo. Il aura fallu que nous changions de fusil d'épaule. Donc, aller en Ouganda, aller à Kampala, le président de la République l'a dit, n'en déplaise à Fidèle, même si il y a une sorte d'acharnement. Hein, je crois qu'il faut que nous lisions l'actualité telle qu'elle se présente. Aller à Kampala, ce n'était pas pour donner un chèque en blanc aux agresseurs. Nous les connaissons, mais nous ne devrions pas jouer la politique de la chaise vide, de un. De deux, nous devrions documenter, avoir de preuves irréfragables que nous sommes agressés, et cela devrait nous faire valoir sur le plan international lorsque nous allons invoquer notre droit en tant que pays victime d'agression. Répondez alors à ma question. Consultation en interne hier, les chefs de l'État avec les évêques de la SENCO. Une des solutions ou il y en a d'autres? C'est une solution et le dialogue doit être permanent. Tout le monde l'a toujours souhaité. Il n'y a que chez nous, lorsque le chef de l'État prend des initiatives, avec une sorte de manichéisme, on voit toujours négativement. Lorsque Joseph Kabila, le 20 décembre 2011, il prête serment, il montre son ouverture, il dit il est prêt à travailler avec tous les Congolais qui ont la passion pour le Congo. Nous avons vu, et même la société civile n'a pas fustigé le fait que, bon, au lieu de l'ouverture, le chef de l'État n'a récolté que la négativité. Si je ne veux pas parler d'insultes, vous comprenez? Nous devons interroger aussi notre culture politique. Où est-ce que nous en sommes? Aujourd'hui... il faut conclure par là. Je veux conclure en disant que ce que nous sommes en train de connaître, ce n'est pas une nouveauté pour la nation congolaise. Toutes les grandes nations du monde ont toujours connu de grands moments de preuve. C'est la capacité du peuple, c'est la capacité de l'élite, c'est la capacité de la classe politique de transcender certains clivages pour faire en sorte que nous puissions préserver la cohésion. Et il n'y a que dans la cohésion que nous allons gagner. Et Joseph Kabila aujourd'hui est inscrit, non par faiblesse, non par témérité, non par défi contre qui que ce soit, mais non, c'est par passion pour le Congo. Il est bien conscient des difficultés qui sont les nôtres. Vous savez, lorsque vous n'avez pas... vous ne participez pas à la gestion du pays, il y a deux choses peut-être qui pourront vous échapper. Vous pouvez réagir de la manière qu'on qualifie d'épidermique, sans entrer en profondeur. Non, ce n'est pas ça la démocratie. Aujourd'hui, la culture démocratique doit nous emmener à aller au fond des choses. Parce qu'au fait, comme ceux qui déclarent ou qui crient à la haute trahison, ma foi, je ne vois pas un président de la République qui règne et qui va aller trahir son pays, qui va aller vendre son pays là où il est en train de gouverner. Après Dieu, c'est un chef de l'État sur terre. Fidèle Moussangou, c'est la bonne piste de solution, la consultation à la manière du président de la République. Hier, il était avec les évêques de la SENCO. Ou autre piste de solution que vous avez? Écoutez, confrères, soyons sérieux et lisons l'histoire du pays. Nous avons une histoire politique riche. En 60, quand on assassine Lumumba, le groupe d'Mbinza qui est à la base à Saint-Lumumba avec la communauté belge, maintenant le dossier rebondit, hein, on dit le sang des victimes crie vengeance. Le sang de Lumumba crie vengeance. Maintenant, 52 ans après, pourquoi on a échoué? Pourquoi le groupe d'Mbinza a échoué? On assassine Lumumba au Katanga par des Katangais des Belges, notez bien.
Kinshasa ne sait pas contrôler le pays, ne veut pas résoudre le problème de fond. Quel est le problème du fond? C'est le problème de la gouvernance, la bonne gouvernance et de la vérité des urnes.